Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, Caden Grove sont les grands leaders de l'équipe Alpecin Première Tech pour 2026. On va faire la preview avec Hugo. Et Hugo, comme à chaque fois, je vais te poser la question, comment se passe ce marathon des previews? Super bien, avec ici une preview où il y a du changement. Alpecin Première Tech qui quitte Israël pour venir avec Alpecin. C'est vraiment du changement, ça fait plaisir un peu d'un peu justement faire cette série preview pour voir là où il y a du changement, un peu s'habituer à ces nouveaux noms, ces nouveaux coureurs dans de nouvelles équipes. Donc si vous voulez suivre ça, abonnez-vous, aimez, ça va vraiment nous aider dans le référencement des vidéos. Et j'aimerais bien savoir ta note de 2025 pour Alpecin. Ouais, bah alors moi je vais faire un 9 sur 10. Pourquoi? C'est difficile de faire mieux avec autant de podiums sur des monuments, autant de victoires sur des monuments, des victoires sur les trois grands tours. On pourra en parler dans un instant. Pourquoi pas 10? Parce que cette équipe est malgré tout assez unidimensionnelle. C'est les classiques, c'est les sprints. Malheureusement, pas de classement généraux, voire pas, même pas un essai, on va dire. Et donc, du coup, bah, c'est peut-être le seul nuage d'ombre. Maintenant, voilà, on a la chance de voir évoluer un coureur comme Mathieu Van Der Poel, le coureur que peut-être au début je n'étais pas le plus grand fan, et puis finalement qui est en train de me convaincre que c'est peut-être un des plus grands, voire le plus grand artiste sur un vélo qu'on pourra peut-être jamais voir. Vainqueur de Paris-Roubaix, vainqueur de Milan-San Remo. Chapeau l'artiste, chapeau pour son Tour de France aussi cette année. On lui a déjà critiqué à de nombreuses reprises le fait de finir un peu sa saison à la fin de Paris-Roubaix. Et cette année, bah, il a vraiment été assez grand dans sa saison. Et donc voilà pourquoi un 9 sur 10. Et maintenant, je te retourne la question, Hugo. Bah, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe? Je te rejoins très fortement avec le 9 parce que j'ai mis 9 aussi. Et pourquoi pas plus? Parce que comme tu l'as dit, c'est malheureusement que 3 coureurs qui font une équipe. Et je trouve ça un peu dommage. Maintenant, c'est sûr et certain que c'est facile à dire comme ça et que toutes les équipes peuvent pas avoir un bloc de 10-15 coureurs qui sont des gagnants. Mais là, le problème, c'est que on se retrouve à un moment où s'il y a une ou deux blessures, ben, c'est un peu difficile. Là où je mets 9, pourquoi je mets 9, c'est parce que c'est énorme de faire un résultat pareil sur... en fait, ils sont là à des moments très importants. Donc, pour moi, les 2 moments importants de l'année, c'est les classiques et les grands tours. Et sur les deux périodes, ils ont été monstrueux, majestueux, et c'est difficile de faire mieux. Peut-être la petite zone d'ombre, c'est le Tour des Flandres, avec un Mathieu Van Der Poel qui fait 3, ok, c'est quand même un bon résultat, mais qui était un peu malade avant. En tout cas, c'est ce qu'on a eu comme écho. Donc, c'est peut-être la zone d'ombre qui aurait peut-être pu être mieux, mais sinon, ça reste quand même pour l'équipe. Enfin, je pense qu'on n'espérait pas mieux et c'est parfait. Ça convient à tout le monde. Comme tu l'as dit, il y a eu le Tour de France, pardon, mais il y a aussi eu le Giro avec des victoires d'étape, la Vuelta avec un Philipsen qui s'est rattrapé par rapport au Tour de France où il a chuté. Donc en fait, c'est tous les moments importants, ils sont là et c'est ce qui marque ce 9 sur 10. Je pense qu'il pouvait, comme je le dis avant le début de saison, moi c'est comme ça que je classe les équipes au niveau de la note. Les objectifs, s'ils sont réalisés ou pas, et là, ils sont réalisés. 18 victoires cette année, majoritairement par ces 3 coureurs, hein, Caden Groves, Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel. C'était un pari osé, on va le dire, de mettre les 3 grands champions de cette équipe sur le Tour de France. Et finalement, c'est un pari plus que réussi, puisque 2 d'entre eux ont porté le maillot jaune. Et en plus de ça, Caden Groves a remporté une très très belle étape lors de la 20e étape. Ce qui a facilité un peu la chose, c'est que Philipsen a chuté, je pense, 3 ou 4e étape. C'est assez tôt, même deuxième étape. Donc en fait, à ce moment-là, le poisson pilote que devait devenir Groves est devenu le leader sur les sprints, même si tout de suite ça n'était pas le cas, parce qu'on a eu un doute avec Mathieu Van Der Poel s'il allait avoir le maillot vert ou pas. Ça a été, j'allais y venir plus tard, mais cette gestion de gros leaders et de sprinters qui ont plus ou moins le même profil, je trouve, dans cette équipe-là, elle est super bien amenée, super bien gérée, et c'est limite si on met n'importe quelle autre équipe à la place, on se poserait la question, waouh, c'est fou de faire ça, ils vont se disputer, etc. Ici, c'est limite si on se posait la question, est-ce qu'il y aura vraiment une mésentente entre certains coureurs? Je pense que tout est bien prédéfini à l'avance et il n'y a pas de
question à se poser parce que quand on voit un Groves l'année passée qui signe pour, je pense, 2 ans supplémentaires, on se dit, mais c'est fou, on sait qu'il fera pas le Tour de France, il pourra pas gagner une étape sur le Tour de France, et finalement, il signe, et en plus, il vient gagner sur le Tour de France. Donc, ils contredisent tous les pronostics, et je trouve ça un peu beau à voir, en tout cas. Un autre coureur qui a gagné. Ah non, d'abord je vais rebondir sur Jasper Philipsen. Ouais. Le grand objectif de sa saison, c'était le Tour de France, porter le maillot jaune. C'est fait. Check, c'est fait. Malheureusement, le Tour de France ne s'est pas passé comme il voulait, avec cette chute sur la deuxième étape. Et pourtant, il a réussi à se remobiliser sur le Tour d'Espagne. Premièrement, moi, j'y croyais pas. Ça, je vais pas te mentir. Je pensais pas qu'il allait réussir à revenir à un très très haut niveau. Passer, on le sait, les sprints sur la Vuelta, c'est pas non plus aussi limpide que sur un Tour de France. Et il était le grandissime favori sur les sprints. Et il a tenu son rang du début jusqu'à la fin. C'est clair, et c'est peut-être pour ça que je me dis, il devait être dans une forme énorme pour le Tour de France, parce que à mon avis, il a dû surfer sur cette forme et ne pas, essayer de la garder jusqu'à la Vuelta pour pouvoir, essayer d'avoir ce petit pic au début de la Vuelta pour pouvoir remporter ses victoires, etc. Il a quand même fini en plus ce tour-là. C'est quand même exceptionnel pour quelqu'un qui, on avait énormément de questions et je pense que lui-même se posait la question, est-ce qu'il allait pouvoir y arriver? Et même après cette Vuelta-là, il va encore remporter une course juste après. Donc ça veut dire que au niveau forme et au niveau régularité sur le long terme, sur 3 semaines ou plus, Philipsen c'est quand même une sûreté. Pour un sprinter, c'est quand même rare. Ouais, et il a progressé aussi au niveau des classiques. On l'a vu au début de saison, il a remporté Kurn-Bruxelles-Kurn. Ouais, Mais il a aussi été présent sur les classiques. comme Alors, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, cette année, il était dans le final. Malheureusement, il a un Oui, peu plus craqué. Mais c'est la course qui lui convient le mieux. Mais on l'a vu aussi sur les autres courses où il a peut-être pas fait les résultats que l'on peut espérer. Mais en tout cas, il a été très très performant. En parlant de classiques, j'aimerais quand même parler d'autres coureurs qui n'ont peut-être pas gagné, enfin qui ont gagné cette année. C'est Del Grosso qui a gagné aussi cette année, Simon De Heers, qui est un très bon coureur, et Timo Kilic, qui Ouais. a fait une très belle course à l'Antwerp Port épique. On va pouvoir en aborder un peu plus loin le tenant et l'aboutissant, mais Simon De Heers, un autre sprinter dans l'équipe, qui finalement fait son bout de chemin sans... Qu'en penses-tu de Simon De Heers, qui était champion de Belgique sortant chez les Espoirs, et qui finalement... a peut-être pas atteint le niveau que l'on espérait, tu penses, chez les pros, ou c'est trop tôt pour le C'est dire? encore un peu trop tôt, je pense, pour le dire. Maintenant, c'est sûr qu'il n'est pas à chaque fois en bonne condition on lui met pas le meilleur train, en tout cas. Maintenant, il va pas non plus sur les meilleures courses. Donc, c'est aussi, il faut se le dire, c'est un peu... C'est difficile à dire jusqu'où il ira. Mais on faisait beaucoup d'espoir en Timo Kilic à l'époque, au tout début, quand il a gagné, je pense, sur le Tour De Wallonie. de Wallonie. Et puis après, on a été déçus la saison dernière. Ici, il revient quand même à un petit niveau. C'est difficile en fait de savoir, et j'ai l'impression que c'est difficile d'exister en tant que sprinter dans cette équipe derrière les tout gros comme un Groves, Ou Philipsen, et encore, ce qui est fou qu'on peut se le dire, c'est un Mathieu Van Der Poel sur les courses difficiles peut aller chercher parce que on l'a pas mentionné, mais au Grand Prix Saint-Main, il va quand même chercher une victoire au sprint devant un Magnier qui est déjà dans une bonne forme et déjà un Ouais, bien très sûr. bon sprinter. Donc c'est difficile d'exister derrière des monstres pareils, et je peux comprendre que ce soit délicat. Maintenant, c'est quand même dans cette Alpecin de cette Alpecin première tech maintenant, on a une équipe U23 qui forme des très bons sprinters. On le voit à chaque fois, il y a chaque année des nouveaux, il y en aura encore des nouveaux, On va en parler et dans un ils instant, vont hein. dans les autres équipes plus tard, et ils arrivent à performer peut-être plus tard qu'ils n'y arrivent pas chez Alpecin. Ouais, où je suis confiant avec toi, c'est que c'est vrai que sur les grosses courses, ils n'auront pas les opportunités, les sprinters, puisqu'il y a quand même c'est bouché, ça c'est clair. Ouais. Par contre, où je suis moyennement d'accord, c'est qu'il y a quand même pas mal de courses comme le Grand Prix Montserrat, comme le circuit franco-belge, Mhm. comme le... Enfin, circuit franco-belge est devenu un peu trop dur, mais sur des courses, on va dire, en Belgique, où il y a place pour un sprinter, je pense que Simon De Heers n'a pas réussi à prouver ce que peut-être Timo Kilic avait réussi il y a quelques années, ou il y a en tout Ouais. cas il y a un an ou deux. Et le départ, enfin on va en parler dans un instant, mais peut-être de Timo Kilic va faire qu'il y aura un peu plus de place pour Simon De Heers. J'aimerais quand même mentionner peut-être des coureurs qui ont fait le travail de l'ombre cette année, parce
il faut savoir que si Philipsen, si Mathieu Van Der Poel ont été à ce niveau-là tout au long de l'année, c'est qu'il y a des coureurs comme des Oscar Isebeck qui ont roulé longtemps en tête, des Jonas Rickaert qui ont Ouais, été Ricard. très 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 bons et euh, qui ont une valeur qu'on ne peut même pas imaginer. Des coureurs comme Robbe Geis aussi Ouais, qui ont Dillier, Van Tricht. Edouard Plancart. Ouais. Edouard Plancart, d'ailleurs, j'ai oublié de le faire, qui a eu toute. On en reparlera dans un instant dans les transferts, mais qu'on annonçait partant chez Quickstep, puis finalement qui est revenu chez Alpecin suite à un problème de place, etc. Mais Edouard Plancart, il a passé un niveau incroyable et je me réjouis de le voir sur les Flandriennes avec peut-être un petit peu plus de liberté, ou en tout cas un peu plus tard dans la course, contrairement à cette année. Là où je vais peut-être encore le parler de 2025 avant de passer à 2026, je trouve quand même que cette équipe a été enfin pas incertaine pour 2026, mais on s'est quand même posé beaucoup de questions jusqu'ici. Le 6 décembre, le 5 décembre, ça a été annoncé Premier Tech comme deuxième sponsor. On a eu d'abord Lotus, on a eu des rumeurs de plein d'autres équipes. Est-ce que enfin, je trouve quand même que cette équipe, il y a quand même eu beaucoup d'incertitudes, non, quand même? Oui et non. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le sens où ce n'est pas public, c'est pas annoncé, et on le sait dans le milieu du vélo, tant que c'est pas annoncé, ben, on a toujours ce petit doute. Par contre, il y a quand même une structure qui est là avec ben, les frères Rodolphe qui sont des très bons businessmen aussi. On le sait de sources sûres qu'ils ont quand même des plans un peu à gauche, à droite, qui leur permettent toujours de tirer un peu leurs pattes au niveau des sponsors, puisqu'on le sait, par exemple, Corendon, qui est une de leur équipe. Ouais. Ils ont aussi Phoenix. Phoenix, qui est aussi une de leur équipe. Et la priorité sera, et je pense, toujours la structure autour de Mathieu Van Der Poel. Après, il faut savoir que l'équipe, peu importe qu'elle soit World Tour ou pas, pour eux, je pense pas que ça a vraiment une grosse importance, parce que le but est de performer, comme tu l'as dit, sur des événements bien spécifiques. Sur le Tour, quand tu as Mathieu Van Der Poel, Philipsen, que tu sois Pro Team ou World Tour, tu seras toujours invité. Et puis, sur les classiques, et des fois, je me dis que la Catalogne, que le Tour de Romandie, etc., des fois, ils y vont par obligation plutôt que par vraiment envie de performer. Donc, je me dis qu'avec un peu moins de budget, peut-être que ça leur ferait pas de mal de rester dans un niveau peut-être un peu plus bas, on va dire. Donc c'est une très bonne question. Mais en tout cas, au niveau du budget, il y a un moindre coût, et on va le voir directement dans les transferts sortants peut-être, Ouais. puisqu'il y a quand même des piliers de l'équipe qui s'en vont. Et je te laisse peut-être faire la liste des noms, et puis on parlera peut-être un par un des Je coureurs. pense qu'on peut commencer par enfin, pas les, il y a certains noms qu'on va pas citer parce qu'il y en a Fais énormément. peut-être la liste, et puis on... Ouais, on va parler d'abord de Lars Boven, Ouais. Samuel Geiss. Ouais. Ce sont deux coureurs qui partent, mais qu'on mentionnera pas trop. Robbe Geiss, qui est un poisson pilote, mais Je peux aussi. juste Ouais. un mot sur Lars Boven qui Ouais. arrête sa carrière d'ailleurs, Mhm. qui va se faire du gravel. Et pourtant, il a fait 2 ans pro et il a fait des très bons résultats au début de sa carrière au sprint. C'est vrai. Et puis qui fait finalement un peu perdu d'intensité. Est-ce que l'intérêt pour le vélo était encore là? Est-ce que le fit dans l'équipe était toujours là? Mais le fait d'arrêter comme ça du jour au lendemain prouve qu'il y avait peut-être un désintérêt maintenant sur la compétition du Ouais, très je très haut pense. niveau. Puis c'est des coureurs qui n'ont pas eu énormément de jours de course pour certains, Ouais. quand on mentionnera plus tard. Mais sinon, revenons à Robbe Geiss, Ouais. qui va chez Decathlon. C'est quand même une perte, je pense, personnellement. C'est un coureur qui sait placer son sprinter, qui sait être là quand il faut. Il n'a pas non plus énormément de courses cette année, mais c'est des moments importants. Oui, Robbe Geiss, en fait, il faut savoir que il est un peu un maillon important, que ce soit pour Cadengrove ou pour Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, on le sait, il a souvent Mathieu Van Der Poel avec lui pour lui lancer le sprint, et Jonas Rickaert. Cette année, il a eu l'ajout de Robbe Geiss, qui a fait ça de manière exceptionnelle. Et Robbe Geiss faisait ça avec Cadengrove. Et si Cadengrove gagne autant de courses, faut savoir que Cadengrove, c'est un
très bon grimpeur pour un sprinter, mais n'est pas le coureur le plus rapide intrinsèquement par rapport à des Olaf Koy et Tim Merlier. Et ce qui lui permet de se départager avec ces coureurs-là sur le plat, c'est son train. Et son train, c'était Edouard Planckaert, c'était Rob Hugues. Et en tout cas, Rob Hugues va aller faire le bonheur de Decathlon AG2R CGM, CGA, CGM. Avec un super projet aussi. Exact, avec un super projet. Je pense qu'il va trouver sa place. Il va peut-être avoir plus de chance aussi, puisque le deuxième sprinter, ce sera Lund Andersen chez Decathlon. D'ailleurs, allez voir la preview qui est sortie. J'ai apprécié votre preview avec Merci. Noah. Mais en tout cas, Rob Hugues, grosse perte, que ce soit pour le maillot sur la route, mais aussi sur la piste, puisqu'il représentait l'équipe de Belgique sur piste aussi à de maintes reprises. Ouais, c'est vrai. Mais donc ça, c'est un coureur avec beaucoup de talent, mais là, on est plus sur le sprint. Moi, j'aimerais bien faire 2 coureurs qui sont plutôt sur les profils qui sont un peu plus grimpettes, mais punchy quand même, avec Quinten Hermans et Xandro Meurice. Ce sont 2 coureurs qui partent. Et là, on va parler des coureurs en premier, mais j'ai une question qui me vient en tête en premier. Est-ce que c'est la fin de l'espoir d'un Mathieu Van Der Poel sur Liège-Bastogne-Liège qui va essayer de remporter ce Liège-Bastogne-Liège justement? Parce qu'on a vu que ces dernières années, ça a été un objectif qui s'est ajouté dans sa liste. Et on se disait, parce que Quinten Hermans a déjà fait de très beaux résultats sur cette course-là, Alexandre Meurice peut aider. Est-ce que c'est justement la fin de cet espoir de Liège-Bastogne-Liège? C'est très bonne question, parce qu'on parlera dans les arrivées de quelques coureurs qui pourront à terme peut-être aider, mais aujourd'hui qui ne le sont pas capables. Il y a aussi l'émergence d'un coureur qui devrait le faire, c'est Emil Verstringen, normalement, qui pourrait aider. Il y a aussi c'est très compliqué, puisque sur Liège-Bastogne-Liège, je pense que si Mathieu Van Der Poel doit gagner un jour, ce sera sur une course plus ou moins d'attente, où finalement tout se regroupe dans le final, et c'est peut-être pas forcément à lui de faire le travail, et je pense qu'il n'aura pas forcément besoin d'avoir d'un grand nombre d'équipiers. Maintenant, faut pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est des grosses pertes. Si c'est pas la croix sur cet objectif-là, que ce soit Meurice ou Quinten Hermans, surtout Quinten Hermans dans cet objectif-là, c'est des énormes pertes. Parce que ils connaissent bien la course. Ils connaissent bien la course. Ils ont déjà fait, Quinten Hermans a déjà fait podium sur cette course-là. C'est un coureur de très très grand talent qui finalement a dû très souvent sacrifier sa propre cause pour un coureur d'exception qui est Mathieu Van Der Poel. Maintenant, revenons peut-être juste au choix de Quinten Hermans d'aller là-bas, je me dis quand même qu'il va pas se sacrifier pour Mathieu Van Der Poel, mais il va se sacrifier pour Thomas Pidcock. Voilà, c'est la question de jusqu'à quel niveau il va avoir un rôle libre. Peut-être qu'il aura plus de rôle libre sur les grands tours, ce que j'espère vraiment. Maintenant, à voir. Mais pour te rejoindre, c'est une très grosse perte. Et je suis pas sûr que Mathieu Van Der Poel gagnera un jour Liège-Bastogne-Liège. Et encore moins à cause de ça. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que oui, moi c'est peut-être la croix sur la... Il a fallu faire des choix cette saison, on le voit dans les arrivées, les personnes qui partent. C'est un grand tournant pour cette équipe, comme la plupart des équipes d'ailleurs cette saison. On le dit dans chaque vidéo quasi, j'ai l'impression. Mais que ce soit en glow-up ou en down pour certaines équipes, je trouve que c'est vraiment un tournant. Et ici c'est quand même... On doit faire des choix et on fait nos choix où on sait performer, on sait où on a nos qualités. Et en plus, la voie sur Liège-Bastogne-Liège semble quand même vachement bouchée actuellement. Pas que pour Pogacar, il y a aussi un Remco Evenepoel monstrueux. On a des grimpeurs qui montent en puissance vraiment fort. Et je pense que mieux que ce qu'il n'a déjà fait, Mathieu Van Der Poel sur Liège-Bastogne-Liège, ça sera très compliqué. Donc oui, je pense qu'on a fait une croix. Maintenant, pour revenir sur Quinten Hermans et Xandro Meurice, Quinten Hermans, pour moi, c'est peut-être dans le top 5 des plus importants de cet effectif actuellement. Et c'est dommage de le laisser partir, de le faire partir, parce que même dans une équipe comme l'équipe nationale belge, où dans n'importe quel événement très important, il est sélectionné parce que c'est un coureur qui sort bien la course, qui est toujours... qui sait rouler, qui a même au niveau grimpeur, il grimpe très bien. Je pense que
honnêtement, c'est peut-être la plus grosse perce, l'une des plus grosses perces de cette intersaison. Ouais, on reviendra sur un autre coureur par la suite qui est peut-être pour moi le numéro 2 sur les classiques Ouais. flandriennes, mais donc on en Ouais, je suis reparlera. d'accord. Euh, je reviens encore juste sur Zandro Meurice parce que tu en as parlé beaucoup de Quinten Hermans, Ouais. qui est, comme je répète, hein, il a fait une fin de saison extraordinaire au championnat du monde d'ailleurs. J'ai dit les deux pour faire un parallèle, hein, Ouais, mais on va en parler ouais. des deux. Ouais. Ouais, et Xandro Meurice, en fait, c'est peut-être un des seuls 3 grimpeurs de l'effectif. Il y a Luca Vergalito qui peut se débrouiller un petit peu de son côté. T'as Emile Verstringer qui a quand même prouvé pas mal sur le Tour de France. Et t'as Xandro Meurice qui a déjà fait, si je me trompe pas, dans les 25 premiers du Tour une fois dans sa carrière, c'est peut-être même 20e. Et donc, c'est quand même triste que les seules armes, on va dire, dans les grands tours, bah on s'en sépare directement. C'est vraiment un aveu de toute façon, ça nous intéresse pas du tout. Et puis, Xandro Meurice, c'est pas ça. C'est que c'est un mec qui jouait de temps en temps le classement général de course, comme le Tour d'Italie, etc., en faisant une 20e xème place. place. Ouais. Mais par contre, ça veut dire que du jour 1 au jour 21 d'un grand tour, il est en tête de peloton quand il faut, il va chercher des bidons, et quand, dans certains cas, il faut boucher un trou parce qu'il y a une bordure qui est pas bonne ou quoi, c'est le mec qui est là. Et il est là sur un grand tour, il est là sur le Tour des Flandres, et il est là sur, Paris-Roubaix, je ne saurais pas dire, mais sur un Liège-Bastogne-Liège. Et donc, du coup, c'est une perte. Quel coureur dans le peloton aujourd'hui, alors il y en a, hein, on va pas se mentir, mais est capable de faire dans le top 30 du Tour de France, est capable de faire dans le top 30 de toutes les classiques, il y en a pas beaucoup. Non, je te rejoins. Et donc voilà, c'est dommage. Maintenant, pour lui, je pense qu'il était aussi temps d'avoir un rôle un peu plus important, même si je suis pas sûr, encore une fois, qu'il va avoir un rôle plus important dans l'équipe où il va, mais il aura un rôle plutôt vers la montagne, alors je pense. Je suis d'accord avec toi, mais au niveau de chez. Les deux vont chez Q36.5 et je pense que c'est une volonté d'un moment donné aussi. Je pense qu'on ne leur a pas promis un salaire plus grand là où ils étaient. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont cherché Je pense aussi que si, moi. un. Tu crois que chez Je pense Alpecin, que- on je pense était prêt à qu'Alpecin- payer plus que chez 36.5? Ah non, je pense que justement, chez 36.5, ils ont payé plus que Ah bah chez oui. Alpecin. Ah, ok, C'est alors ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que là où ils vont, on leur propose plus d'argent, peut-être potentiellement plus de moments importants dans leur saison Et des Pinarello. et des Pinarello, mais ça, je suis pas sûr que c'est vraiment le critère numéro un. Mais au niveau de tout ça, à un moment donné, t'as beau être dans un collectif qui marche très bien, un collectif où tout est bien planifié, etc. À un moment donné, tu dois aussi te permettre de vivre plus tard de ton travail, de ce que tu as fait, de ta popularité. Et c'est ce qui Ouais, mise, bien sûr, je pense. bien sûr. Et le choix pour moi, pour le coup, ici, il est peut-être pour leur carrière, il y aura peut-être pas de changement, mais pour le niveau salaire et au niveau allez, peut-être popularité plus tard, ça va peut-être les aider. Ouais, c'est sûr, tu as tout à fait raison. Et puis ils pourront peut-être choisir un peu plus leur programme. Oui, c'est ça. Donc maintenant, peut-être passer au prochain que moi en tout cas je voulais mentionner, c'est Van Den Bosch, qui Ouais. est un coureur qui est champion du monde, mais sur piste, Ouais. en tant qu'américaine, donc la Madison. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce coureur-là? Bah, tu le sais, pour moi, la piste est la meilleure école de cyclisme possible par des bras qui est limité, par la sécurité pour les personnes qui le pratiquent. Maintenant, pour revenir à Fabio Van Den Bosch en soi, c'est un coureur qui, au fur et à mesure de sa carrière sur la piste, prend un niveau incroyable pour en arriver à une maîtrise sur les championnats du monde cette année avec l'INSEE de Wilder, d'ailleurs on en reparlera dans un instant, qui fait que il a tout pour passer un cap. Et je pense que ce cap-là, malheureusement, il fallait qu'il aille dans une autre équipe pour le passer, Soudal Quickstep pour ne pas la nommer. Et il va réussir à faire ça là-bas. Par contre, c'est un coureur un type un peu particulier, c'est un bon baroudeur, c'est un coureur qui va dans les échappées. Et quand il est dans les échappées, il arrive souvent à jouer un peu son va-tout, et en tout cas jouer la gagne. Alors, c'est pas le coureur qui va te gagner 15 courses sur l'année, c'est pas le coureur qui va te gagner peut-être un monument, mais par contre, c'est le coureur qui va être, quand il y aura une bonne échappée dans un grand tour, il sera dedans. Quand il sera dans une échappée qui va aller jouer la gagne, il va jamais, en tout cas, il va rarement être battu à la tactique, il va être battu à la pédale, et ça, c'est ce que j'apprécie énormément sur ce genre de coureur. Alors,
pourquoi c'est dommage pour l'équipe Alpecin de le perdre, c'est que encore une fois, quand il n'y a pas un des deux gros coureurs au sprint ou Mathieu Van Der Poel, c'est le coureur qui pourra sur une course moyennement dure aller tirer son épingle du jeu et encore permettre à cette équipe de vivre et de se montrer même s'il n'y a pas une de ces grandes stars. Je vais faire un parallèle avec un autre pistard. Est-ce que peut-être un peu moins fort et plus jeune aussi, est-ce qu'il a un peu le même profil qu'un Benjamin Thomas? Je n'y pensais pas jusqu'à ce que tu m'en parles ici. Oui, peut-être un peu moins rouleur, peut-être Actuellement, un peu moins chrono, rouleur. mais plus filou encore. Et je trouve que, d'ailleurs, on l'avait vu l'année passée sur les 6 jours de Gand, gagner les 6 jours ensemble. C'est pas un hasard. C'est Ouais. pas un hasard si les deux sont combinés. Ils se ressemblent fort avec des caractéristiques un petit peu différentes, mais c'est deux filous, c'est deux tacticiens hors pair. Et puis, dans le rôle dans lequel il va exercer, il va peut-être être aligné avec un Magnier ou un Merlier et il pourra faire partie de ce train, puisqu'il s'est roulé longtemps très vite avec des braquets assez élevés. Donc, ouais, franchement. C'est un de mes coups de cœur de chez Alpecin et je trouve ça dommage de le laisser partir. Maintenant pour lui, c'est vraiment pour moi l'occasion rêvée d'aller tout simplement s'épanouir ailleurs. C'est sûr, et puis il a déjà 2 grands tours à son actif, même si à 25 ans, c'est quand même encore. Enfin, c'est jeune, arrivé. mais c'est quand même. Ça devient maintenant la force de l'âge dans le cyclisme en tout cas. Il a encore, on va dire, 5 ans pour être vraiment bon. Après, on commence tout doucement. À atteindre Alors le plafond, après, ouais. il y a encore des coureurs qui y arrivent plus tard, mais actuellement, c'est difficile de performer plus tard que Bah, on voit Timo Wallens, ça 32-33. va encore. Hmm. Timo Wallens, ça Oui, va mais il y a encore. encore des exemples, Ouais. mais c'est vrai que c'est rare qu'on passe plus de 10 ans de carrière dans le cyclisme. Euh, à part lui, il y a aussi d'autres coureurs qui partent avec un Timo Kilic. On en a pas encore, enfin, on en a déjà parlé, mais pas encore mentionné le nom. Ouais. Le départ, il va chez Visma. Ça, pour toi, c'est une perte. Bah ouais, encore une fois, c'est le bloc en fait qui perd de la valeur. Timo Kilic, c'est un coureur qui est fort sur Paris-Roubaix. Et quand Mathieu Van Der Poel ou quand Jasper Philipsen vont avoir besoin d'aide, c'était le coureur qui roulait. Aujourd'hui, il part. Il va être difficilement remplacé, je trouve. Il n'y a pas vraiment un coureur de ce profil-là qui arrive. Et je pense qu'il est encore assez jeune. Et c'était le next step pour lui, c'était d'être peut-être dans l'équipe qui peut gagner. Malheureusement, dans quelle autre équipe que Alpecin il peut gagner c'est un move bizarre pour moi pour Alpecin, si ce n'est que financier. Et pour Visma Lease a Bike, bah, c'est un bon move puisque il vient renforcer une équipe qui était déjà très forte. Mais voilà, je sais pas quel rôle il aura. Voilà. Ce Timo Kilic là, hormis Monument et Tour de France, est-ce que tu penses pas qu'il avait sa place en tant que leader dans cette équipe? Ouais, ouais, mais il lui manque quelque chose. Et peut-être que Visma Lease a Bike, même qui est aussi en train de réduire ses dépenses, en tout cas pour les salaires des coureurs, va peut-être en tirer peut-être un peu plus profit, mais j'ai un peu peur malheureusement que on va se retrouver dans le même problème, puisque dans les sprints il y aura Brennan, dans les classiques il y aura Brennan et Van Aert, et Laporte, Ouais. et sur les grands tours, je ne vois pas quel grand tour il va pouvoir aller gagner, sur lequel il va aller gagner, ou en tout cas être le leader. Donc, ouais, choix Mitigé. compréhensible, mais mitigé, que ce soit pour L'un ou Alpecin, pour l'autre. mais malheureusement, s'il y a un coureur sur lequel j'aurais pu peut-être mettre un petit peu plus d'argent pour le garder, c'est peut-être lui. Ouais, je pense aussi. En plus, c'est quand même un coureur où t'as pas une garantie de résultat parce que c'est pas le cas, mais une garantie Niveau. de niveau et que même sur certaines petites courses, mais il n'y a jamais de petites courses, mais à un niveau plus bas, avec sa pointe de vitesse, il peut aller chercher des points, il peut aller chercher. Même si je pense que chez Alpecin, on en a parlé, les points, c'est pas le souci, mais ça permet quand même de aller faire des résultats et ne pas voir que un Mathieu Van Der Poel, un Groves, un Philipsen. Deux personnes que je vais encore mentionner qui sont aussi dans le même type de course, c'est Van Tricht. On va d'abord commencer par Van Tricht parce Ouais. qu'il est rouleur, très grosse machine à rouler, qui marchait très très bien au début de saison, qui part, j'ai pas trop compris comment ça se fait, surtout pour une Devo.
C'est quand même une question qu'on peut se poser. Et là, le deuxième coureur dans le même profil, enfin pas le même profil, mais dans le même pôle, en tout cas flandrien, c'est pour moi la plus grosse perte. J'en ai déjà dit avec Quinten Herman, c'est dans le top 5 des meilleurs coureurs. Bah ici, c'est aussi dans le top 5 pour moi. Bon, Top c'est le 5, top cinquième, 6. ouais. Et c'est Gianni Vermeer. Ouais. Bon, on parle sur Van Trick parce que ça va aller très très vite, je pense. Ouais. Je comprends pas non plus. C'est un coureur qui, à mon avis, serait resté au salaire minimum, qui a déjà remporté des courses, qui a un très bon niveau, qui est un peu filou. Je comprends pas pourquoi il est pas gardé. Maintenant, voilà, on se posera la question chez Soudal, pourquoi est-ce qu'il est dans l'équipe d'Evo aussi. Mais je pense qu'avec les transferts et avec le marché incertain qu'il y a pour l'instant, certains coureurs ont été sacrifiés. Peut-être qu'il y avait trop de signatures, finalement ils se sont rendus compte que bah, avec la fusion Loto et ainsi de suite, puis enfin voilà. Ouais, moi j'ai une réponse, parce qu'on le sait avec De Salle. De Salle devait aller chez aussi Soudal dans l'équipe professionnelle et finalement est dans l'équipe d'Evo. La raison pour laquelle ils sont dans l'équipe d'Evo, c'est que Remco Evenepoel, je pense, est parti. Et qu'on s'est dit, ah bah on a une masse salariale qui va arriver, de l'argent, j'ai pas envie de dire, de plus savoir qu'en faire. Mais par contre, on va aller chercher peut-être des coureurs qui sont, surtout que c'était assez tôt dans l'année, donc Tour de France plus ou moins, les coureurs qu'on a signés avant, 1 ou 2 mois avant, bah malheureusement, on a changé de plan Ouais. en cours d'année. Et je pense que c'est l'une des raisons. C'est dommage parce que chez Soudal Quickstep, je trouve que c'est un des coureurs qui aurait peut-être pu mettre sur les classiques World Tour, donc là où il ne pourra plus maintenant Ouais. figurer, il aurait pu amener quelque chose. Ouais, tout à fait. Gianni Vermeersch, parce que enfin, moi, je pense Ouais, qu'on ouais, a ça on tout en dit. a assez. Gianni Vermeersch, coureur de talent incroyable, ancien crossman, champion du monde gravel si je me trompe pas, ou non c'est Florian Vermeersch qui est champion du monde gravel cette Non, année. Gianni, Mais mais Gianni l'a Gianni, il a été, été. il a Ouais. été, ouais. Enfin dans tous les cas, coureur de classique, c'est le coureur qui en général est le dernier avec Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres. C'est le coureur qui va aller essayer de gagner le Tour des Flandres avec un Remco Evenepoel chez Red Bull Bora. C'est un choix de crève-cœur, mais par contre là je pense qu'entre les pétrodollars de Red Bull Bora c'était impossible de concurrencer au niveau salaire. C'est un départ qui fait mal, je trouve, parce que Il est pas il remplacé. il est pas remplacé et il n'y a pas grand monde dans le peloton qui a son niveau et, et c'est un coureur qui est capable de se sacrifier tout au long de l'année et puis quand il a 2 fois sa chance, souvent il concrétise. Alors je pense pas qu'il a gagné cette année. Je pense qu'il fait deuxième ou troisième. Mais dans tous les cas, il est très fort et c'est dommage de le laisser partir. Voilà. Puis c'est un coureur qui a quand même assez d'expérience maintenant. C'est de l'expérience. Après, il a déjà 33 ans. C'est vrai que il aurait peut-être pu rester 1 ou 2 ans, mais lui aussi, il faut penser que s'il part pas peut-être cette année, dans 2 ou 3 ans, il n'a pas de contrat pour aller ailleurs. Et donc, comme je te rejoins, au niveau argent, à un moment donné, il faut faire un choix. Et c'est un peu, je pense ici, ce qui s'est passé, c'est que on a eu des incertitudes à certains moments de la saison qui ont fait paniquer peut-être certains coureurs et qui ont directement signé ailleurs ou Ouais. directement. Je suis peut-être pas. Je fais des suppositions, hein. Ouais, ouais, Mais pour lui, ici, je pense pour que c'était lui, planifié oui, peut-être. et que ça renforce l'équipe Surtout chez Bora. Bora. Et surtout qu'il y avait énormément d'argent qui sont disponibles chez Red Bull. Red Bull Ouais. et Remco arrivent. Et Remco a sûrement demandé des coureurs belges avec lui. Et je pense Mais que on est ça va d'accord être quand même que autant de cours importants qui sont là depuis des années chez Alpecin, qui sont dans le cœur de l'équipe, qui partent, c'est quand même signe de. À un moment donné, il y a eu soit une demande de partir, soit là, parce que là, c'est quasi une exode. On a Ouais. plus de 10 coureurs Ouais, qui ouais, ouais. partent. Ouais, mais je pense que tout simplement, on est dans la plus grosse preuve du cyclisme à 2 vitesses. C'est que aujourd'hui, Canyon paye le salaire de Mathieu Van Der Poel, Groves et Philipsen sont payés par l'équipe, et puis de Mathieu Van Der Poel, pardon, je sais pas. Donc Ouais, non, Mathieu Van t'as Der Poel raison. est payé par Canyon, l'équipe paye Philipsen et Caden Groves, et puis après on se retrouve avec quasi rien. Et donc au niveau salaire. Et donc du coup, bah, on fait avec les choix possibles. On va le faire maintenant assez rapidement parce qu'on en vient de s'éterniser déjà sur les départs, mais avec les coureurs qui arrivent, et on va le voir, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent parce que bah, c'est les coureurs qui arrivent souvent avec des salaires, on va dire, un peu moins élevés. Et puis les coureurs qui arrivent autres, c'est les coureurs qui doivent encore essayer de prouver, je pense. Comme par exemple, on peut commencer avec Lindsay de Wilder, qui est le
compagnon Qui fait le chemin inverse. qui fait le chemin inverse de De Fabio Van Bosch. Bosch, qui est le compagnon dans la Madison sur la piste, et qui lui vient avec un rôle clair. Il veut devenir un des meilleurs coureurs au monde en tant que poisson pilote. Tout en son honneur, c'est un coureur de 27, 28, 29, je réfléchis, bientôt 30 ans. Et donc, du coup. 30 ans. 30 ans, voilà. Et donc, du coup, il est temps de prendre la place de Robert Gaze. Pourquoi pas prendre la place de Jonas Ricard aussi, qui, l'air de rien, est en train de prendre un certain âge, hein, puisque c'est un coureur de 31, 32 ans aussi. Donc, voilà, pourquoi pas. Voilà, Après, c'est un bon coureur. Maintenant, l'air de rien, bah, il doit encore prouver. Voilà. oui, il doit encore prouver. Maintenant, après, quand on sait ce qu'il fait sur la piste, on sait que c'est quand même un moteur. Ouais. On sait qu'il a Qui est explosif. du coffre qui est explosif. Donc, sur des courses peut-être pas trop longues et peut-être aussi pas trop dures non plus au niveau du profil, ça peut lui convenir. Ouais, Je bien sûr. pense qu'il ne sera pas leader sur certaines courses, la plupart des courses, mais en tant qu'équipier, il doit se donner à 100% pour que le leader soit mis dans les meilleures conditions possibles. Ouais, et puis pourquoi pas prendre la place du numéro 1 au niveau du lead-out chez Caden Groves. C'est Ouais, pourquoi Caden pas. Groves, et on le verrait bien, c'est un coureur qui vient chez Top Sport, donc qui n'a encore jamais fait de grand tour. Pourquoi pas commencer cette année avec un beau Giro, tu le disais tout à l'heure, pas mal d'opportunités au niveau du sprint, voir comment on répartit les tâches chez Alpecin avec Caden Groves et Philipsen, et pourquoi pas alors avoir un Lindsay de Wilder dans le train. On revient sur les arrivées, du coup, avec d'autres coureurs. Tu disais qu'on faisait les jeunes, beaucoup de jeunes, mais il y a aussi pas mal de vieux quand même qui arrivent. Vieux, quand je dis vieux, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Pour moi, à 25 ans, on peut déjà avoir de l'expérience. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des coureurs comme un... Là, c'est une question que je vais me poser après, mais un Gerben Thijssen qui arrive. On a déjà 2 gros sprinters. On rajoute un gars qui, normalement, est leader dans n'importe quelle autre équipe s'il y allait. Est-ce qu'ici, il aura son train à lui? Ouais. Bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais pourquoi pas. Je sais que au niveau de, il pourra très bien s'entendre avec Lindsay de Wilder, hein, qui pourrait aussi faire partie de ce train-là. Est-ce qu'on a décidé de 3 grands tours, 3 coureurs ensemble, ou à chaque fois doubler et voir pour faire 2 grands tours? C'est la question. Quelle est l'utilité de Gerben Thijssen? On l'a bien vu sur les grands tours. C'est un peu limité, hein, l'air de rien, il n'arrive pas encore à concurrencer des Philipsen, Merlier et Olaf Koy. Donc, pourquoi pas faire le programme belge? Mais alors, ça se pose d'autres questions. On parlait de Simon De Hers aussi. On sait qu'il y a Senne Sanchez, tu vas en parler dans un instant, qui arrive aussi. Tous des coureurs qui sont forts, qui sont rapides. Et donc, du coup, quel est le but réel de ce recrutement? Tu vas peut-être m'éclairer, mais moi je ne le comprends pas pour Alpecin. Pour Gerben Thijssen, je le comprends, puisque il n'y avait plus de place chez Intermarché, il fallait bien trouver une équipe. Mais je comprends pas. Ben, comme tu l'as dit, je pense que Gerben Thijssen a fait une saison quand même assez fantôme, enfin, au niveau fantôme de 2025. Donc pour moi, là où je te rejoins, c'est une anomalie de reprendre un sprinter en plus, alors que on peut pas dire que je fais confiance aux jeunes en disant je prends un Gerben Thijssen. Maintenant, là où Gerben Thijssen peut peut-être aider, peut-être qu'il peut se muer en poisson pilote qui deviendrait... Parce que pour moi, ce qu'on oublie dans cette équipe, c'est qu'on est allé sur le Tour de France avec Mathieu Van Der Poel, Groves, Ricard et Philipsen. Et on a quand même su gérer les 4. Les 4 ont été heureux, ont eu leur chance. Les 4 ont été... C'était le meilleur tour possible, imaginable au niveau donné des cartes. Est-ce qu'un Gerben Thijssen on ne peut pas lui dire tu auras ta chance aussi un jour, mais tu fais avec Groves, ce que Groves fait avec Philipsen par exemple. Et alors ici on aurait peut-être sa chance. Maintenant, signer sachant que tu auras ça comme rôle, c'est difficile, mais je suis pas sûr que Gerben Thijssen avait vraiment beaucoup de choix au niveau des équipes. Non, mais pour moi il sera pas un bon poisson pilote. Ah non, ça je pour être pense. sûr, c'est qu'il est très explosif, trop explosif, et je pense que c'est un leader. Tant qu'Aden Groves, je pouvais le voir en tant que poisson pilote, vu qu'il a un sprint, il est explosif. Faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est que c'est un coureur qui va pousser des watts extraordinaires, mais qui est capable de faire un sprint long. Je vois pas Gerben Thijssen faire ça, et donc
Ouais, gros doute sur ce transfert. Je pense qu'on peut passer à autre chose, sauf Ouais. si tu veux rebondir Non, là-dessus. c'est juste, on mais a du mal à trouver ouais. pourquoi. Ça, Par on en est contre, d'accord. pour moi, il peut aller gagner pas mal de courses en Belgique. Ça, oui, il peut aller gagner des courses en France, des Coupes de France, etc. Ce serait vraiment chouette. Et ce serait, en tout cas, la possibilité d'aller chercher ces 500 à 1000 points UCI, ça c'est clair. Ouais. On va rester donc le sprint avec, tu l'as déjà mentionné, Saint-Ocentius. Comme ça, on finit ce pôle sprint parce que sinon, ça va être compliqué de revenir à chaque fois Ouais. dessus. Est-ce que tu penses que ça aussi, encore une fois, c'est une erreur de prendre beaucoup trop de sprinters ou alors lui, c'est vraiment un talent que tu as envie de savoir s'il va vraiment pouvoir performer au plus haut niveau? En fait, faut savoir que lui, il a signé il y a déjà Ouais. normalement 2 ans, dans le sens où il est devenu champion de Belgique. Il a été déjà garanti d'un contrat. C'est un coureur qui roule bien, qui va vite. Maintenant, c'est pas le plus vite, et je pense que lui aura un rôle plutôt dans un train. Il se comporte très bien sur les pavés aussi. Donc, c'est un bon coureur. Maintenant aussi, il faut savoir que quand on a une équipe développement comme Alpecin, pour attirer les talents dans ton équipe de développement, tu es obligé de me faire passer quelques coureurs année après année. Et c'est un moteur, un talent qui a le niveau du World Tour, qui pourra avoir ses opportunités sur des Eneco Tour, Tour de Pologne et ainsi de suite. Maintenant, on a encore un peu le temps par rapport à son développement. Mais c'est une bonne recrue. Et Et c'est juste lui, voilà, il va falloir être apte à patienter. là où lui, j'ai un petit commentaire à faire, c'est ça se voit qu'il est intégré déjà depuis un an ou deux. Et donc, ça se sentait en fait qu'il allait remonter. Enfin, j'ai pas envie de dire n'importe quel résultat il allait faire, mais est-ce que c'est faux? Mais que si les résultats étaient un minimum performants, on sentait que c'était normal dans la suite logique qu'il allait monter. Donc pour moi, il n'y a pas d'anomalie chez lui, Non, comme il y en a une chez Gerben Tyson, ouais, que exact. c'était très compliqué de comprendre. Si on peut continuer donc maintenant dans le pôle flandrien, avec un coureur qui est là depuis des années aussi, qui a fait Soudal Quick Step, qui a été très performant sur les classiques, qui lui va prendre un rôle très très important, je pense, dans cette équipe pour les classiques, c'est Sénéchal. Là, moi j'étais quand même surpris, je t'avoue, parce que c'est quand même un coureur qui, là, depuis 2 ans, il a du mal à être performant. C'est la dernière chance. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais peut-être te laisser débattre parce que c'est un coureur Mais il qui n'aura pas le même rôle. Hein. Non, non, je sais, mais justement, quel rôle il va avoir parce que ces dernières années, malheureusement, il est un peu en dessous. Euh, des problèmes de santé, on le sait. C'est quitter le Wolfpack, on le sait aussi, c'est très compliqué. Revenir en Belgique pour lui est une bonne chose, ça oui. Pour lui, je vois tous les points positifs. Je trouve que c'est quand même un risque Moi aussi. avoir le salaire, mais c'est quand même un risque pour l'équipe Alpecin de Koenig, Alpecin Première Tech, pardon. Et je me réjouis de voir sa saison, mais que l'on reparte sur du Samin, qu'on reparte sur des courses comme ça, avant d'aller s'attaquer à des E3 et des Newsblad. Mais en fait, moi j'ai vraiment du mal avec Sénéchal parce que même quand il était chez Quickstep, je trouve que c'était pas un leader comme l'était le reste de l'équipe quand il y était. Alors, je suis pas en train de dire qu'il était mauvais, je dis pas ça. Je pense qu'il était très fort, mais il n'a pas eu cette âme de lieutenant comme certains coureurs l'ont pu l'être. Et j'ai du mal à croire avec son niveau qu'il a actuellement, qu'il va attraper cette âme de lieutenant, de directeur d'équipe, de tacticien, etc. Et j'ai un peu du mal à le voir être très performant dans cette équipe. Je suis pessimiste peut-être un peu trop, Ouais, mais j'ai du mal à trouver que ce transfert soit une plus-value. même pas une plus-value, mais une bonne surprise. Ouais, je te trouve dur parce que dans les Flandriennes, je trouve qu'il a toujours été bien et que l'équipe Quickstep, tant qu'il était là, était encore à un très haut niveau Ouais, jusqu'au ouais, moment ça, où il mais est parti. je sais pas. Et puis, il faut voir l'équipe flandrienne, mais on en a parlé depuis peut-être Ouais, maintenant un quart d'heure. C'est qu'il a été un point hyper important dans dans le le sprint. succès de Jacobsen chez Quickstep. Donc, je me réjouis de le voir aussi dans ce rôle-là. Peut-être aussi, ouais, t'as raison. Continuons avec Hull. Ouais, Hull, c'est quand même un coureur d'expérience qui va amener un peu ce côté où il a déjà eu aussi, puis aller gagner des classiques, le Canadien et des classiques, des étapes sur un tour. Donc voilà, je pense que c'est encore un niveau World Tour. Il n'y aura pas de mauvaise ou de bonne surprise, et on sait déjà exactement ce qu'il va apporter. Romain Senna, peut-être que c'est un cours Ouais, que tu veux. ça c'est un très bon coureur de classique, que ce soit sur les Flandriennes ou les Ardennaises. Chez les jeunes, on le sait, souvent c'est très difficile encore de savoir
dans lesquels on va performer, mais c'est un coureur qui a fait, si je me trompe pas, troisième à Paris-Roubaix, ou deux ou troisième, et deux ou troisième alors à Liège-Bastogne-Liège, Espoir. C'est un coureur qui a montré sur tous les terrains, Flèche Ardennaise aussi dans le top 10. Enfin voilà, c'est un très bon coureur. On a eu la chance de commenter Paris-Roubaix Espoir cette année et il m'a énormément impressionné dans la finale puisque il était omniprésent et finalement il est battu sur ce Paris-Roubaix. Mais bon, en tout cas, très très bon coureur et je me réjouis de le voir à l'œuvre. Et déjà chez les professionnels, il a pu performer avec le Tour de Luxembourg où il fait une très bonne place. Je pense qu'il fait une étape où il fait 2 ou 3, mais c'est quelque chose qui marque chez les pros en tout cas. Peut-être encore un ou deux coureurs qu'on pourrait mentionner, parce que là on en fait beaucoup. Bussato, c'est peut-être le Ouais. seul qui est pas dans ce pôle, enfin dans ce Ouais, c'est un rouleur. Ardennais, hein. Ouais, c'est un plutôt Ardennais et lui, bah, j'aimerais le voir percer parce que je m'attendais chez, Pardon. chez Quickstep chez Quickstep, chez Intermarché, pardon, Ouais. à passer un cap. Il l'a pas fait. Euh, Il a porté le maillot blanc du Giro, mais ouais, après c'est qu'une ouais, petite anecdote ouais, en fait, c'est quand même une grosse non, anecdote, non, mais c'est un très bon coureur déjà maintenant. Et moi, ce que je voulais voir, c'était un coureur qui joue le top 15 ouais. à Liège, à la Flèche Wallonne, à l'Amstel et ainsi de suite. Mais j'y suis pas encore. Après, je me trompe peut-être parce que j'ai pas regardé ses résultats, mais enfin, si j'ai regardé ses résultats, mais en général, j'ai pas vu le résultat de Liège exactement. Mais voilà, pourquoi pas aller gagner une classique au Pays Basque, une étape sur le Pays Basque, une étape en Catalogne. Voilà, quand je vois que Monique a été faire cinquième par exemple de la dernière étape du Tour de Catalogne, bah pourquoi pas lui. Voilà, j'aimerais bien voir ça. Euh, peut-être si tu as un coureur que tu veux mentionner dans Ballerstedt, Bellmans, Aaron Dox, Jonas Kins, un des coureurs que tu Ouais, veux. Marsman aussi. ouais, Jonas Gaines, moi j'aimerais vraiment le dire. C'est encore un très bon travail de l'équipe Top Sport Vlaanderen qui a réussi à trouver un coureur de bon niveau, explosif, battant et qui a fait quand même des beaux petits résultats. Mais c'est surtout dans l'attitude, je trouve, dans les classiques type, pas Amstel, mais la Flèche Brabançonne. Ok. Peut-être aussi encore Ballerstedt, j'aimerais ouais, bien juste dire que c'est un parcours atypique. Il a arrêté pendant un an pour faire du gravel. Il revient chez Alpecin là où il était déjà. Juste ces petites mentions-là, c'est assez surprenant. ouais. Et puis Aaron Dox, après Lennart Bellmans, je connais un peu moins, mais Aaron Dox, c'est un coureur qui est aussi un peu passe-partout. Il me fait un peu penser au coureur que j'ai parlé de tout à l'heure, Senna Mhm. Remen, pardon, qui est performant et sur les pavés et sur les classiques ardennaises. On se pose une grosse question, Hugo, parce que Ouais. là, je pense qu'on a été très très long. Ouais, Peut-être on peut juste poser une question. Est-ce que c'est pas voire l'équipe qui a le plus régressé de cette période de transfert? régresser au niveau de la perte des coureurs par rapport à ce qu'ils ont Bah, le gagné au niveau de niveau. l'année passée et le niveau de cette année. Bah si, clairement. Quand on démarre l'année passée en tant qu'équipe, on se dit il y a un gros bloc, on les connaît, on sait ce qu'ils savent faire. Ici, quand on commence 2026, on connaît les stars. On connaît pas le bloc, on connaît les stars qu'il y a et on a confiance aux stars, mais est-ce que le bloc va suivre? C'est ça maintenant qu'il faut se poser comme question. Et là, j'ai quand même du mal. On parlait pour moi de Sénéchal, Hull peut-être, ou certains coureurs. Pour moi, ce sera plus faible que ce qui vient de partir, même si peut-être qu'ils ont eu une meilleure carrière sur l'ensemble de leur carrière, mais au niveau forme actuelle, c'est quand même, ça laisse à désirer, on va dire. Ouais, bah donc du coup, je te pose directement la grosse question, puisqu'elle est un peu en lien avec ça. On l'a compris que le budget pouvait peut-être être un frein pour cette équipe. Comment est-ce que Alpecin Première Tech peut survivre sur le long terme, sachant, on en parlait un peu en off, et on en a déjà un peu parlé dans cette vidéo aussi à de maintes reprises, c'est qu'ils choisissent leur moment vraiment, mais sur les gros sponsors, ils recherchent souvent le Tour de France en tant que leader. Comment, sans leader en montagne, on peut encore attirer des sponsors? Bah là, c'est vraiment ça le problème. Ici, on le remarque, j'ai un peu l'impression en tout cas, même si je pense qu'il y a une dispersion dans le cyclocross qui reste un budget énorme de ce que coûte à l'équipe, parce que l'équipe, c'est le bloc de toutes les équipes qu'il y a autour, comme tu l'as dit, Phoenix, Brandon. Corendon et aussi 7 TV. Je pense que c'est des équipes qui, si on prend ce budget-là pour quand même le mettre dans l'Alpecin Première Tech, c'est quand même quelque chose qui peut donner un souffle, un budget en plus.
Maintenant, c'est clair que là, on a l'impression que on est en train de survivre en fait. C'est vraiment là l'objectif de l'équipe, c'est plus survivre que de vraiment aller chercher, par exemple, comme on le voit dans certaines équipes, je vais aller chercher cette star-là, je vais essayer de dénicher des petits coureurs jeunes par là. Et ici, on a vraiment l'impression que de un, on fait de moins en moins confiance à l'équipe de formation, parce qu'on en a parlé. Il y a peut-être un ou deux coureurs comme un Del Grosso ou un Vostring qui ont l'air d'être importants dans cet effectif. Mais un De Hers, un Senso Sanchez, je suis pas sûr que ça va aller. Enfin, il y a des coureurs qui sont là depuis longtemps, qui partent maintenant. Donc là où je pense qu'il y a vraiment un problème, c'est que pour rechercher un sponsor, déjà c'est pas instable. À côté d'Alpecin, il y a quand même certains sponsors de Kenning part maintenant. Avant, on avait Coronon, mais qui est toujours pour le cyclocross, mais qui est plus pour la route. Ici maintenant, on va avoir Première Tech qui est un sponsor qui vient de quitter une équipe. Donc, qui c'est aussi un sponsor qui veut dire être instable potentiellement. Même si je pense qu'eux, ils veulent sur le long terme, c'est juste que les circonstances font qu'ils ont dû échanger d'équipe. Donc, moi, je me pose énormément de questions que sans leader pour le général, c'est difficile de trouver des sponsors comme peut le faire un Bora, comme peut le faire Ineos, qui le fait depuis des années. Et ici, là, on se retrouve avec peut-être, pour moi, le coureur, voire l'un du top 3 coureurs générationnels de ça, pas générationnel, mais de l'histoire, enfin, pas de l'histoire, mais des 10 dernières années, des 20 dernières années. Le gars, quand on regarde Mathieu Van Der Poel, pour moi, ça reste peut-être sa meilleure saison, voire top 2 de sa meilleure saison de sa carrière, l'année dernière. Ouais, bien sûr. Parce que Milan-San Remo, Paris-Roubaix, maillot jaune au Tour de France pendant une semaine, avec 2 victoires d'étape, une victoire d'étape, c'est quand même c'est Ouais, monstrueux. Et puis après, tu parles même pas des accessites. Oui, voilà, c'est ça. On parle pas de l'E3, on parle pas de troisième place au Tour des Flandres. Ouais, donc ça, c'est que des détails. Mais on s'imagine que là, on parle d'un quelqu'un qui gagne 2 des 5 monuments et on a du mal à trouver, pas du mal à trouver du sponsor, mais du mal à trouver du budget pour l'entourer. Je trouve ça un peu fou. Maintenant, là où je vais te laisser voir l'après, mais là où je pense qu'il y a quand même une raison, c'est que on est désintéressé complet du reste de la saison du côté Alpecin. J'ai même l'impression que même les coureurs sont désintéressés complets parce que c'est pas si important d'aller au Tour de Catalogne, c'est pas si important d'aller, je sais pas, à Milan, Turin, ou des courses comme ça qui sont quand même super importantes dans la saison, mais ça ne sera pas un Mathieu Van Der Poel ou un Philipsen qui ira. Et alors du coup, allez-y, limite faites pas de résultats, c'est pas grave, tant que vous êtes là pour les moments importants, quoi. Ouais. Alors, beaucoup d'infos. Ouais. Je vais nuancer parce que moi, je suis très serein pour cette équipe-là. Très serein dans le sens où, quand tu as un coureur comme Mathieu Van Der Poel, tu as quand même toujours une solution. Alors, peut-être que ton budget va se réduire comme cette année. Peut-être que l'année prochaine, avec l'arrivée de Première Tech, puisqu'on l'a appris assez tard. Donc, du coup, est-ce que les recrutements au mois de juillet, quand ils sont là maintenant, ont été faits de sorte que on savait que Première Tech allait arriver ou pas? Ça c'est déjà une première question. Deuxième question, deuxième point, c'est que, en effet, chaque année, tu vas repartir avec 2, 3 gros talents comme Callum Groves, comme Philipsen et comme Mathieu Van Der Poel. Point d'interrogation, peut-être que l'un d'entre eux est en fin de contrat, j'ai pas vérifié, mais ça tu pourras peut-être vérifier sur la tablette fin d'année. Groves en 2027 le plus tôt. Voilà, Groves en 2027, peut-être qu'il sera remplacé simplement par Gerben Thijssen à ce moment-là, mais on voit peut-être sur le long terme. Et donc du coup, l'air de rien, un trio Van Der Poel, Thijssen, Philipsen, ça a quand même de la gueule, je trouve. Et puis après, t'es pas à l'abri que de trouver une superstar chez les jeunes. On peut le dire, ils ont trouvé il y a quelques années Jay Vine, qui est resté quelques années et qui a fait des grands résultats. Ils ont trouvé ici un Emil Verstringer qui, l'air de rien, encore une fois, a été très bon sur le Tour de France, qui a été très bon sur Liège-Bastogne-Liège et avec qui on pourrait construire une demi-équipe de moyenne montagne ou de classique. Et donc, voilà, je pense qu'au niveau de l'effectif, il y a assez de coureurs qui veulent au niveau minimum, presque au minimum, passer professionnel ou au niveau World Tour.
On a eu pas mal d'échos ces dernières années que c'est très dur de trouver un contrat, donc certains sont prêts à être au niveau zéro presque pour être au niveau World Tour. Et puis, voilà, tu dois plus que espérer qu'une entreprise belge, pourquoi pas un retour de Destiny à un moment donné dans le peloton, pourquoi pas un retour d'une grosse marque dans le peloton pour sponsoriser une équipe belge qui, l'air de rien, est la meilleure équipe des classiques cette année. Oui, Flandrienne, hein, Flandrienne. c'est clairement le quick-step de l'époque, si Exact. on peut faire la comparaison. Et je pense que tu as raison, ils attendent peut-être aussi que leur équipe de développement se développe. Mais j'ai un peu l'impression quand même que cette équipe de développement, on a du mal à lui faire confiance. Ouais, et alors une dernière chose, parce qu'on parle du Tour de France, désolé, mais. Et au Tour de France, c'est vrai qu'ils n'ont pas le coureur du classement général, et c'est vrai que les sponsors regardent énormément pour ce coureur qui peut gagner le Tour de France, et c'est pour ça qu'il y a une concentration chez très peu d'équipes au niveau du sponsor. Mais par contre, Alpecin cette année, on a vu que eux sur le Tour de France, avec un Philipsen en maillot jaune, un Van Der Poel en maillot jaune, un Van Der Poel en faisant des échappées inutiles, en trophée Baraki avec Jonas Ricard, et pourtant on a vu que. Donc voilà, moi je pense que Je te rejoins à 100%. je suis pas contrarié, et s'il y a une équipe que je dois sponsoriser dans le peloton personnellement aujourd'hui, j'ai la garantie d'être là sur les monuments. Je pense qu'il y a UAE, Visma, et puis je prends. Mais tu es d'accord quand même que si tu devais sponsoriser entre sponsoriser par exemple, je sais pas moi, Bora ou Alpecin, c'est plus cher de sponsoriser Bora. Bien sûr. Et donc, c'est là où je vais en revenir. Est-ce qu'un Mathieu Van Der Poel n'est pas au niveau carrière et au niveau tout ce qu'il a autour de lui et au niveau ne mériterait pas plus qu'un Roglic, Remco Evenepoel par exemple. Ouais, J'exagère peut-être un peu en prenant Bora, mais je suis sûr que c'est pareil avec Ineos. En disant, enfin peut-être pas Ineos, mais en prenant, donc on a Decathlon. même Trek. Ouais, c'est une très bonne question, mais Trek a Pedersen, donc il est aussi présent. En fait, la différence entre Alpecin et les autres équipes, c'est que Alpecin est vraiment là sur des événements, que les autres sont là toute l'année. Ouais. Ça, c'est vrai. Par contre, on est belge, on sait que comment ça se passe sur le Tour des Flandres. Il y a 1 million de Belges sur le bord de la route. Ils voient quoi? Ils voient le premier coureur qui passe, c'est un maillot Alpecin, première tech l'année prochaine, ou ce sera un maillot UAE. Et donc, ça, c'est là que l'entreprise belge, comme peut-être Alpecin c'est le mauvais exemple, mais comme De Seninck était là, De Koning, ou alors même dans le passé Phoenix et ainsi de suite, ces équipes-là, la raison pour laquelle elles sont sponsors de chez Alpecin, c'est qu'elles veulent être la numéro 1 sur le sol belge. C'est pour ça que les parquets, Quickstep, etc. ont toujours historiquement sponsorisé, parce que dans cette région-là, leur siège social est là, et aujourd'hui, tout le monde entier connaît le parquet Quickstep. Non, là je te rejoins à 100%. Donc, ouais. Mais c'est là où je vais faire la comparaison, c'est que sponsoriser peut-être l'un des meilleurs talents de 20 dernières années coûte moins cher que sponsoriser peut-être un futur potentiel vainqueur de Grand Tour ou un ancien vainqueur de Grand Tour si on prend Roglic, parce que cette année il y a Remco qui arrive en plus, mais si on prend même Bora l'année passée avec Lipovic et Roglic, je suis sûr que ça reste plus cher de sponsoriser l'équipe que Alpecin. Ouais. Ici c'est parce qu'on a un Remco Evenepoel, ça change un peu la donne dans ce que je viens de dire, parce que c'est quand même une star, c'est quand même un monstre, et au niveau intrinsèque physique il peut apporter tellement de choses. C'est un champion du monde peut-être sur les 5 prochaines années au niveau chrono, même au niveau des classiques c'est quelque chose, sur les grands tours aussi, donc c'est sûr et certain que ça change tout. Ouais, et puis après il y a juste encore un point, c'est que au moins il y a une stratégie de sponsoring qui est là avec derrière aussi, parce que Alpecin on sait ce qu'il y a pour les cheveux et ainsi de suite. Je sais pas moi, il y a des équipes comme Picnic, PostNL, je sais pas ce qu'ils font, et pourtant ils ont un coureur qui vient de faire dans le top 5 ou 6 du Tour de France. Donc voilà, il y a des nuances à avoir. Je pense qu'il ne faut pas se tracasser. Je pense qu'ils doivent continuer à trouver les talents comme ça. Et puis pour le reste, qui vivra verra. En parlant de talent, je ne sais pas si tu as un coureur que tu veux suivre cette année. J'ai un talent que je veux suivre cette année, mais avant ça, j'ai un autre coureur parce que on l'a pas encore mentionné aujourd'hui et je savais pas quand le placer. C'est Ramsès De Bruyne. C'est quand même dommage de pas le placer, et c'est pas mon coureur à suivre, même si je vais essayer de le suivre au mieux que je peux cette saison, mais ça me ferait mal au cœur, un coureur qui est de ma génération avec qui j'ai couru,
de ne même pas le mentionner alors qu'il fait une super saison et il fait une saison à l'image de Verstring, même si Verstring a eu des courses comme le Tour de France, etc. Mais la Vuelta, je pense. Hein. Mais lui, il a fait la Volta et il fait 2 top 10, donc alors qu'il finit pas. Alors, je pense que c'est le minimum, c'est de le mentionner. Ok. Allez, vas-y, mon cours à suivre, moi, c'est Emile Versing. Quelle surprise. Ouais. Bah, il faut quand même un peu le dire. Déjà, de 1, on l'a vu énormément. Nous, ça nous touche parce que il est très sympathique, très souriant quand on lui parle. Il a l'air d'être abordable. Ouais, c'est fou comment le mec, il fait quand même le Tour de France déjà cette année. C'est un coureur quand même assez jeune, 23 ans. J'ai pas vraiment eu le souvenir d'avoir roulé avec, pourtant. C'est bizarre. Mais en tout cas, si ce coureur-là, qui est déjà très bon sur les cyclocross de base, vient sur la route et performe en tant que grimpeur, quand même assez puncher, parce qu'il est quand même assez rapide, ben, je pense qu'à l'avenir, lui, par contre, il va pouvoir faire du bien à cette équipe. Et je suis pas sûr qu'il restera chez Alpecin, première take, encore 10 ans. Ouais, coup de cœur comme tu le disais, sympathie. Le mec, on l'a interviewé 4 fois et maintenant il vient dire bonjour à chaque fois. Ça, c'est n'importe quoi. Le mec est une superstar sur le tour. Il est vraiment combatif. Je pense qu'on l'a bridé énormément sur le tour. Et finalement, dès qu'on a dit maintenant qu'on va voir que tu vas finir le tour, vas-y, fais-toi plaisir. Le mec, il a fait échapper à l'aise dans les montagnes et ainsi de suite. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que lui remplace un peu le Xandro Meurice que j'ai expliqué tout à l'heure, mais en mieux, en beaucoup mieux. Et pourquoi pas un mix entre Quinten Hermans et Xandro Meurice, puisqu'il est capable aussi sur les classiques. Je ne sais plus combien il fait sur Liège, mais je pense qu'il fait top 10. Top 14, ouais, voilà, 14e à Liège. Voilà, échappé à l'Amstel. Non, en fait, il y a eu 2 moments très importants. Lui, il a dû récupérer du cyclocross le plus vite possible pour pouvoir arriver sur les Ardennaises, un peu comme Thibaut Nys l'a fait pour le Lidl Trek. Essayer d'être présent, essayer d'accompagner, parce que de base, je pense pas que c'était lui le leader. Mais à certains moments, il a pu prendre... pas le leadership, mais aller mettre un peu un résultat à l'un par-ci par-là, prendre l'échappée de l'Amstel, ça lui a mis du coffre potentiellement. Il fait quand même encore 75e après. Il va sur Liège-Bastogne-Liège préparé, d'ailleurs très souriant et très abordable pour quelqu'un qui va faire 14e de Liège-Bastogne-Liège. Après ça, il récupère avec, même s'il fait le tour de, il récupère, il se prépare, puis il va faire sur le Tour de Suisse une petite préparation pour le Tour de France où il a fait vraiment équipier jusqu'à la dernière semaine, comme tu l'as dit, où il y a 2 échappées, où il a un peu montré ce qu'il valait, même si je pense que ce sera encore mieux l'année prochaine et dans 2 ans, quand il aura vraiment pu connaître les capacités de son corps. Ouais, et là, question, avant de passer à mon coureur à suivre, quel programme pour lui au niveau des grands tours, sachant que Thibaut Nys va faire le Giro normalement cette année. Est-ce que tu peux, en tant que concurrent de cross, combiner avec le Giro? Tu penses que c'est possible? Et en tant que leader, alors à ce moment-là, en tant que leader, il y aura sûrement un grand nom avec lui au niveau du sprint, mais je dis pas en tant que leader pur, mais en tant que on a l'opportunité de temps en temps, essayer, tu veux faire le général, essaye, tu veux faire... T'as ta carte, quoi. T'as ta carte, ouais. Non, je pense pas, parce que c'est dommage de performer comme ça sur les Ardennaises, mais je pense que s'il fait le cyclocross jusqu'au bout, il fait Ardennaise et puis Giro, c'est compliqué. Là où je pense que Nys va soit couper plus tôt, mais j'ai du mal à y croire, le cyclocross, soit choisir vraiment les 3 dernières Ardennaises. Mais pourquoi pas faire la même chose? C'est difficile. Mais parce que pour moi, il est moins. Enfin, tu vois, s'il rate les Ardennaises, c'est moins grave que Thibaut Nys. Ah oui, non, c'est sûr. Mais j'ai du mal à croire qu'il va les louper. C'est dommage de le faire en tout cas. Et moi, je trouve que c'est dommage aussi pour Thibaut Nys. Ce serait dommage pour lui de les louper. D'ailleurs, pour moi, il est impossible qu'il les loupe. Mais c'est pas possible pour lui. Et là, il est encore en train de connaître son corps, j'ai l'impression. Parce que, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il a été bridé au début du Tour de France. Parce qu'on ne connaît pas encore sa récupération lui-même, même si au niveau des cyclocross, je suis persuadé que si on sait faire 4 ou 5 cyclocross d'affilée quasiment pendant la période Noël, Nouvel An, c'est pas la même chose, mais on est capable de quand même récupérer et avoir des... Je dis pas que c'est la même chose pour un grand tour, mais on a quand même des connaissances sur son corps. Et lui, je suis persuadé que là, le grand tour, ça lui donne du coffre pareil. Et je me réjouis de voir sur les Ardennaises plus que sur le Giro. Et par contre, j'espère qu'il fera genre un tour Volta comme
comme Tour cette année, mais Vuelta comme Bon, mais alors il sera en pourrait faire. retard pour. Bah, à un moment donné, il faudra peut-être faire des choix. Ouais. Et ici, il l'a pas fait cette année, mais peut-être que l'année prochaine, il le fera. Ouais. Tibor Del Grosso. Ouais. Tibor Del Grosso, c'est le mini Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, mais un peu moins impressionnant. Champion du monde de cyclocross, espoir l'année passée. Il a été pour moi moitié impressionnant, moitié décevant. C'est ça qui est fou, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort dans certains événements, comme par exemple, je pense qu'il y a 2 Flandriennes où il fait par exemple une fois quatrième et une fois sixième et une fois neuvième ou quelque chose comme ça, enfin, peu importe, je sais plus les résultats. Et puis à Trou, et puis finalement il fait 3 en Catalogne à la première étape où je pense qu'il a un peu vu trop grand puisqu'il a été battu par Matthew Brennan en sortant de trop loin. Dans tous les cas, ce que je veux dire, et je crois que c'est Groves qui fait 2, enfin peu importe, ouais c'est ça. Peu importe, tout à l'heure on disait que la plus grosse perte c'était Gianni Vermeersch. Tout à l'heure on disait que Quinten Herman c'est parti, on disait que Xandro Meurice c'est parti. On a l'alternative peut-être pour Xandro Meurice avec Emil Verstringer à moyen terme. Je pense que le mix entre Quinten Hermans et Gianni Vermeersch, bah, c'est Tibor Del Grosso. Encore un peu court pour être lui-même leader, mais par contre, ce serait bien de l'avoir dans le final. J'espère que cette année, il va faire vraiment le duo Flandre-Roubaix et pourquoi pas l'Amstel encore après. Tout à l'heure, on parlait de qui pourrait accompagner peut-être Mathieu Van Der Poel sur Liège-Bastogne-Liège. Bah, pourquoi pas Tibor Del Grosso, puisqu'au final, c'est un coureur hyper explosif qui grimpe pas trop mal. On l'a vu, encore une fois, en Catalogne, parce qu'il a fait aussi un autre résultat sur une course assez dure. Donc, voilà, cette année, ce que j'attends de lui, c'est de passer cette étape. L'année passée, il a appris. Il a gagné aussi en Turquie, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Il a passé une étape. L'année prochaine, c'est encore une étape. J'aimerais que dans l'Amstel, dans la finale, il soit là. Que j'aimerais vraiment que quand il reste 15 coureurs, ce soit un coureur qui soit présent et actif. Bah, au niveau déjà des classiques cette année, il en a pas fait vraiment. Enfin, il en a Pas fait, de mais monument. pas des monuments, mais ni pas des grosses classiques quoi. Il a été sur Porc-Épic, Bruxelles Classique. Il fait Mais pas Gand-Wevelgem, etc. non, Non, il non. ne fait pas. Il fait pas. Il fait juste la Flèche Robinson, Ok, où il fait 10. ok. Et il fait à travers la Flandre aussi, Ah, pardon, ouais. où il fait 6ème. Oui, Mais ça ce va que bien. je veux dire, c'est que au niveau de son programme de classique, c'est pas le grand programme de l'équipe phare. Mais derrière, tous les objectifs où il a été, enfin tous les endroits où il a été, tous les tours, toutes les courses, c'est quasi au moins un top 10 dans une étape, un top 10 sur la classique, un top 10 sur... chaque fois il est là, il a au moins un coup d'éclat dans le tour où il y est. Et donc je trouve que c'est déjà impressionnant qu'à son âge, il est déjà aussi régulier dans toute sa saison. Parce qu'il a commencé, même s'il a fait cyclocross, il a commencé en mars, donc c'est pas au tout début de saison. Mais de Mais mars à octobre, il a toujours eu des bonnes performances. Donc déjà, ça c'est un marqueur. Et lui, par contre, par rapport à Verstring, il a clairement fait le choix au niveau de cyclocross. Cyclocross cette année, c'est déjà moins de cyclocross, il en fait moins. Et je pense que à l'avenir, il va aller plus sur la route, comme Verstring va peut-être garder le cyclocross, quoi. Ouais. Eh ben, ça a été assez long et donc du coup, on va maintenant classer assez rapidement cette équipe Alpecin Première Tech. Alpecin Première Tech, selon la rédaction de Bidon Collet, c'est 10e. 10e. Finalement, c'est pas loin des résultats de cette C'est année. 10e aussi cette année. Mais voilà, on a été quand même assez optimiste malgré la partie pessimiste de cette vidéo où on Ouais. se dit qu'il y a un recrutement un peu moins bon. Mais on se dit quand même que finalement les points, c'est qui les reprend? C'est les 3 gros sprinters, enfin les gros coureurs de cet effectif. Peut-être que Gerben Thijssen et Simon Deers vont pouvoir progresser, Del Grosso, Verstringer aussi. Donc peut-être que certains points pourront être compensés. Hugo, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ou peut-être qu'est-ce que tu attends de cette équipe peut-être pour 2026? Quel est ton souhait? Bah, mon souhait, c'est qu'ils fassent aussi bien que cette année. Ce serait cool. Mais s'ils arrivent à faire ça, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour l'équipe. J'ai du mal à croire qu'une équipe vainqueur de 2 monuments puisse disparaître. Donc je pense que coûte que coûte disparaître, ça c'est sûr que non, mais qu'ils galèrent à trouver des sponsors. Donc je pense que ça va être réglé. Et comme tu l'as mentionné, peut-être que Première Tech
va amener le budget pour l'année prochaine et pas pour cette année. Et donc peut-être on a des surprises pour 2027, ce qui serait magnifique à voir. Et donc j'espère que vous avez aimé. Et dites-nous aussi où vous classez Alpecin Première Tech. Et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Ça référence la vidéo et ça nous aide vraiment. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao.